Alors bonjour à tous et merci à vous d'être venus si nombreux. Alors pour ceux qui n'auraient pas assisté aux séances précédentes du séminaire, sachez que cette rencontre est organisée dans le cadre d'un séminaire d'élèves qui est consacré au rap et qui s'appelle La Plume et le Bitume. Nous sommes rattachés au LILA. Le LILA, c'est le département de littérature et langage de l'ENS. Donc que des banlieusards déterminés à mon séminaire, comme le dit Booba dans son dernier clip. Nous sommes deux à organiser ce séminaire. Emmanuelle Carinos, qui est étudiante en sociologie, et moi-même, Benoît Dufaux, qui suis étudiant en littérature stylistique. Alors pour faire très vite, le but de ce séminaire, c'est de proposer une autre approche du rap français, une approche stylistique au sens large du terme, en mettant à l'honneur les textes et le flow, mais aussi et surtout en invitant des rappeurs reconnus. Bon, vous savez qu'à l'ENS, les rappeurs sont rares comme une pute à son compte, pour reprendre les mots d'Arsenic, mais le mois dernier... C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas vrai. Le mois dernier, nous avons reçu notre premier invité, qui était Virus, et aujourd'hui, nous avons donc le grand plaisir d'accueillir notre second invité, un grand monsieur du rap français, monsieur Bors, alias Lino, d'Arsenic. Nous te remercions encore, Lino, d'avoir accepté notre invitation. Non. Et pour ceux qui n'auraient pas assisté à la séance de mercredi dernier qui était consacrée à Lino, et pour ceux qui ne connaîtraient pas Lino, s'il y en a, Emmanuel va vous le présenter très rapidement. Ouais, bon, moi du coup, je vais le présenter, mais voilà, vite, parce que j'imagine que la plupart des gens ici le connaissent déjà. Donc Lino, de son vrai nom Gaëlino Mbani. On donne des vrais états civils. Merde, je croyais que j'étais caché. Donc un homme. Merde. Donc alors, au niveau du blaze, bah, voilà, c'est son prénom, qui peut être lu comme une aphérèse, comme on dit en littérature. Et alors moi, je croyais que Lino, c'était aussi Lino Ventura, mais je viens de lui demander et c'est pas vrai. Donc voilà, échec. Donc il a vécu à Villiers-le-Bel, le fameux VLB, un acronyme qui donne son titre à l'une des chansons du dernier album, Requiem. Il fait partie avec son frère Calbo du groupe Arsenic, le célèbre Atrema, qui est aussi celui du secteur A, qu'il évoque dans la chanson Choc funèbre qui ouvre Requiem, avec notamment la phrase légendaire comme le Atrema et Kenzie en chemise hawaïenne. Kenzie en chemise rouge, ouais, pardon. Attention, attention. Il y a des connaisseurs dans la salle. Il y a des connaisseurs. Non, c'est pas la chemise hawaïenne, non. La chemise hawaïenne, c'est un autre rappeur, ouais. Bon, Kenzie, donc fondateur du secteur A. Secteur A qui regroupe des rappeurs comme Passis, Tommy Bugsy, Mystère Amer. Au niveau des albums, en 98, c'est année charnière pour le rap français, puisque c'est une année où il y a vraiment de gros albums qui ont marqué l'histoire du rap français qui sortent. Ces quelques gouttes suffisent, avec le célèbre titre Boxe avec les mots. Boxe avec les mots qui peut être une formule qui résumerait à elle seule l'esthétique du rap. En 2002, c'est Quelque chose a survécu. En 2007, S'il en reste quelque chose. Et après, au niveau solo, en 2005, Paradis assassiné. D'ailleurs, le thème de l'enfer et du paradis sont assez fréquents dans tes textes. L'idée d'avant-goût de l'enfer, tout ça. En 2012, c'est Radio Bitume, un album qui a un statut un peu particulier. Une mixtape. Ouais, une mixtape, voilà. C'est pas vraiment un album. Ouais. Et en janvier 2015, c'est Requiem. Donc avec ce jeu, dans la chanson Wolfgang, du prénom de Mozart, compositeur d'un autre Requiem très connu, le Requiem en do mineur, auquel Lino ajoute le Requiem en do majeur, qui peut se lire de deux façons avec le jeu sur l'homophonie, le do majeur, mais aussi en do majeur, c'est-à-dire qu'il... Je suis content. qui fait des dommages. Voilà. Alors, comment va se dérouler cette rencontre? Elle va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, Emmanuel et moi, nous allons aborder avec Lino des questions qui vont d'abord toucher à ce que Lino appelle la sale littérature ou la putain de poésie, puis des questions qui vont toucher à l'écriture de Lino, et enfin des questions qui vont toucher au flow de Lino. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions à Lino pendant 30 minutes ou 40 minutes. On va faire en sorte que ce soit plutôt 40 minutes.
Bon, si à ce moment-là, Normal Sup part en couille, je lui prête bien sûr mes boules, comme dit Arsenic, mais évitez quand même les questions du genre mais quand c'est qu'il va sortir le prochain album d'Arsenic, ou mais pourquoi tu as invité truc et pas machin sur ton dernier album, ou mais qu'est-ce que tu penses du rap français aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de Jul. Donc, vous l'aurez compris, on voudrait tenter de faire quelque chose de différent. Alors, pour que les présentations soient complètes, je vous propose d'écouter tout de suite un couplet de Lino qui nous permettra de lancer la discussion. Ce couplet, c'est le deuxième couplet d'un morceau qui figure sur le deuxième album d'Arsenic, Quelque chose a survécu, sorti en 2002. Le morceau s'intitule Paradis assassiné. Et je vais donc vous diffuser le deuxième couplet. Garde le cadavre, mon innocence perdue, mon enfance calcinée. Dans ces rues où dansent les âmes des gosses assassinés. J'ai cru en la haine, aujourd'hui je doute. Mais qu'être un homme, c'est regarder le diable droit dans les yeux et lui dire d'aller se faire foutre. Shoot l'enfer et le mal que mon corps abrite. Et j'ai juré à mon cœur, jamais plus n'écouterai que ma bite ou mes poings. J'habite une blessure, un coin où rage immigre. Qui ne me comprend pas, ne comprendra jamais le rugissement du tigre. De ceux qui me dénigrent s'enfoncent ma poésie. Je voulais juste dégager mon cul de la trajectoire de ce putain de fusil. Ça me bousille le crâne, alors j'ai choisi de l'écrire. Quand tout crame, d'écrire ce qui se trame, détruire mon moi infâme. Sous les éclats de rire de la poudre et le chant des armes. Ce monde sale, la poudre parle et le ciel fout. Une lame de sky pour nos morts. Ceux que le sort poignarde, mon Dieu de garde. C'est que papa nous regarde depuis les cieux. Depuis mes yeux, via ma bouche, lâche ce qui me touche. Dieu, écoute, on passe mon vicieux pour ceux de ma couche. J'accouche chez mon seul dans ma putain de chambre. 2001, mardi, le 11 septembre. Alors, dans ce couplet, Lino, tu cites à 2 reprises le poète Aimé Césaire, mais sans le nommer. Tu réunis, tu mixes en quelque sorte 2 citations de Césaire et tu les réécris à ta manière. Quand tu dis « J'habite une blessure où rage immigre », en fait, c'est une réécriture du premier vers d'un poème d'Aimé Césaire qui s'appelle « Calendrier lagunaire ». Et ce premier vers, c'est « J'habite une blessure sacrée ». Et quand tu dis qui ne me comprend pas ne comprendra jamais le rugissement du tigre. En fait, c'est une réécriture d'une autre phrase d'Aimé Césaire, mais qui se situe dans un autre poème, Le cahier d'un retour au pays natal de Césaire. Donc c'est une reprise de « qui ne me comprendrait pas ne comprendrait pas le rugissement du tigre ». C'est presque une punchline au fond. Et sur le dernier morceau de ton album, tu déclares « Je vais tuer Rimbaud pour rendre à Césaire ». Alors ma première question, ce serait quel est ton rapport à la poésie, à la littérature en général et en particulier à Aimé Césaire? Ouais, bien sûr. Mais quand je dis je vais tuer Rimbaud, on sent. Rimbaud, il est mort. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, on a conscience de ça aussi, tu vois. Mais c'est. En fait, quand je vais rester sur le truc tuer Rimbaud. En fait, quand je dis tuer Rimbaud, c'est parce que souvent on a tendance à dire que c'est le même problème avec les prophètes aussi. On a un problème avec les prophètes. On pense que les prophètes sont des gens d'un temps révolu, tu vois ce que je veux dire. Alors que c'est pareil pour les poètes. Il peut y avoir des poètes qui ont la plume et qui soient respectés aussi aujourd'hui, alors que c'est pas le cas. Tu vois, on sacralise Rimbaud, alors que j'adore Rimbaud. Hein. C'est un tueur, je vais pas me mettre à ce niveau aussi. Non, c'est le haut de la marmite. Mais il faut aussi, nous on écrit aussi, tu vois, donc il faut aussi nous donner nos petits lauriers. C'est ça que je dis quand je dis tuer Rimbaud, tu vois. Je veux mes petits lauriers de lyriciste. Alors c'est une provocation, alors je dis tuer Rimbaud et rendre à Césaire parce que Césaire m'avait frappé avec le cahier du retour au pays natal et qu'il est plus contemporain pour moi que Rimbaud l'était, tu vois. Et donc c'est juste par rapport à ça. Mais sinon, Césaire, c'est voilà, c'est ce truc, c'est cette poésie absurde. Quand je dis absurde, dans le bon sens du terme, quoi. Il sort des phrases. Et moi, je fais des dédicaces, mais parce que souvent les gens disent oui, mais tu reprends des phrases, tout ça. Mais je peux pas à chaque fois dire dans un texte, comme disait Aimé Césaire. Tu vois, dans ma dynamique du lyrics, c'est balourd un peu, comme disait Aimé Césaire. Tu vois. Mais j'ai souvent utilisé Césaire. En fait, je change même ces phrases. Quoi. Je disais dans un morceau, il disait « Je suis la bouche des malheurs sans bouche ». Et moi, je l'ai utilisé en disant « Je suis la voix des malheurs sans voix ». Donc, j'utilise souvent Césaire comme ça. Et pour moi, c'est un des grands lyricistes français. Et quand est-ce que tu as découvert Aimé Césaire? J'étais au collège. D'accord.
Et pour revenir à je devais avoir 11 ans. Et pour revenir à la phrase « Je vais tuer Rimbaud », pourquoi Rimbaud plutôt que Verlaine? Non, parce que j'adore Rimbaud. Ouais. Non, j'adore Rimbaud, oui, c'est un tueur. C'est un tueur, mais je m'en suis rendu compte après, en fait. Parce que moi, quand j'étais au collège, on faisait le truc, le classique, le dormeur du Val, tout ça, tu vois. Ouais, ben voilà, tu sais, le dormeur du Val quand t'es au collège et tout, et je pigeais pas le dormeur du Val, je m'en foutais. Et non, mais sérieusement, et avec le recul, tu vois que c'est... Quand moi j'arrive dans la musique et tout, et avec tout ce truc, et je me rends compte que, franchement, la manière dont il schématise la mort, tu vois, la mort du soldat, c'est un soldat mort, le dormeur du Val. Et j'arrive et je dis, putain, merde, tac, il a 2 trous rouges sur le côté, là, il a des trucs, les pieds dans les glaïeuls, tu vois, qui sont des synonymes de mort aussi, parce que dans les cimetières et tout ça. Et non, Rimbaud, moi j'adore Rimbaud, mais c'est une provocation quand je dis ça. D'accord. Mais je suis, franchement, Rimbaud, c'est un des meilleurs dans ce jeu-là. Et est-ce qu'il y a d'autres poètes ou d'autres écrivains qui figurent dans ton panthéon avec Césaire, avec Rimbaud? Oui, il y a moi. Et qui ont pu t'inspirer, par exemple, des citations ou qui ont pu t'influencer dans ta propre écriture? Oui, il y a Baudelaire. Baudelaire aussi, j'ai beaucoup lu des trucs de Baudelaire et tout. Après, ça fait trop oui, j'ai lu Baudelaire. Ouais. Je suis un... Mais non, mais oui, il y a des trucs que j'utilise même dans le VLB, dont tu parlais tout à l'heure. Il y a une citation de Baudelaire à la fin du clip où je dis tu m'as donné ta boue, j'en ai fait de l'or. Oui. Voilà, c'est une citation de Baudelaire et j'aime bien, moi, reprendre ces citations-là. Oui. Il y a aussi, j'avais noté dans 95 rue Borsellino, tu déclares je fais pousser des roses sur un tas de bouse. Et ça me faisait penser à ce geste de faire de l'or avec la boue. Hein. Baudelaire disait tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Et puis Baudelaire, c'est le poète des fleurs, donc aussi des roses. Et donc il y a vraiment une référence à Baudelaire. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'à sa manière, le rap réitère une sorte de geste baudelairien, c'est-à-dire trouver de la beauté dans la laideur? Oui, exactement, mais ça dépend de quel rappeur. Ouais. Mais est-ce que, Non, c'est vrai, ouais. Mais oui, bien sûr, exactement, parce que le rap, en fait, c'est une musique qui utilise énormément de mots, contrairement à la chanson classique ou ce qu'on peut appeler la variété, tu vois. Nous, quand on fait la variété, ça peut être 8 mesures de texte, alors que nous, la base, on est censé faire 16 mesures de texte minimum. Tu vois ce que je veux dire? 16 mesures de texte minimum, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu vois ce que je veux dire? Il faut découper 16 mesures. Donc, après, tu peux aller à 24. Moi, j'ai un problème, donc souvent, je vais 24, 38. Donc, c'est un peu long. Donc, les mecs me disent, oh, mec, calme-toi un peu, tu vois? Mais j'ai souvent envie de faire long. Bon, après, ça, c'est personnel. Mais c'est vrai que le rap a toujours ce côté-là. Donc, il faut que ça soit très écrit. Il faut que ça soit écrit, enfin, très écrit. Écrit, du moins. Et il faut dire des choses, quoi. Et donc, oui, je pense que quand c'est bien fait, le rap, on peut considérer que c'est la nouvelle poésie. D'accord. Et pour en revenir à Césaire, je me demandais pourquoi tu as réécrit « Qui ne me comprendrait pas le rugissement du type ». Pourquoi tu as changé les temps des verbes « Qui ne me comprend pas, ne comprendra pas le rugissement du tigre ». Est-ce qu'il y a une raison à la modification que tu as effectuée? Non, parce que lui, il a écrit ça dans les années... Et puis moi, j'ai été en 2005, donc il fallait que je le fasse un peu plus contemporain, quoi. D'accord. Oui, c'est juste ça. D'accord. Aussi simple. Je sais pas. Ah oui, parce que si je coupe, j'enchaîne. Non, mais moi c'est vrai que c'était ce qui m'intéressait, c'était de savoir si tu avais cette vision du rap comme, voilà, comme a dit Benoît, le geste baudelairien de trouver dans des choses qui sont pas forcément nobles. Donc ça peut être la vulgarité, ça peut être les thèmes qui sont pas forcément abordés en poésie, comme voilà, les thèmes de la rue, les jeux sur la publicité, sur l'actualité, et d'arriver à les reprendre et par justement le flow, l'écriture, arriver à en faire quelque chose de noble finalement. Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut que ça soit contemporain, il faut qu'on parle aux gens de maintenant.
Et c'est vrai que là, à l'époque, oui, je suis dans un truc, dans le chant, ma vie, c'est différent aujourd'hui. Donc c'est très urbain, donc il faut le faire d'une manière plus contemporaine. Mais voilà, et comme tu parlais justement de vulgarité, moi j'ai pas de problème avec la vulgarité, moi, parce que, du moins en texte, hein, tu vois, j'ai pas de problème avec la vulgarité, dire des mots qui choquent, c'est pas gênant pour moi. Moi, après, je vais pas faire de démagogie non plus, mais pour moi, ce qui me gêne plus, c'est voir des gens en galère ou un mec par terre qui, tu vois ce que je veux dire, qui gratte. Moi, pour moi, c'est plus vulgaire pour moi que dire bite, couille. Excusez-moi, il y a des enfants, voilà, ça. Ah merde, il y a un mot. Petit, ferme. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je veux dire, moi, la vulgarité me gêne pas. Bon, après, quand c'est bien amené, tu vois. Donc, mais justement, ce qu'on disait sur la spécificité du rap, c'est peut-être ça aussi, c'est de prendre des mots qui, les poètes contemporains, ils mettront jamais ces mots-là, mais que justement, ils ont une force de frappe encore plus forte, et ce qui fait que le rap, bien sûr. ouais, voilà, peut être... Qu'est-ce qui t'intéresse dans les mots vulgaires? Non, c'est pas les mots vulgaires qui m'intéressent. Je veux dire... Non, mais c'est pas les quand tu mots... dis je fais de l'or avec de la boue... Non, parce qu'en fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'à un moment donné, quand tu t'adresses aussi à des gens, il faut arriver d'une manière. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est aussi mon background, c'est aussi d'où je viens, mais je ne peux pas non plus arriver et dire oui, effectivement, je pense que la conjoncture actuelle nous pousse à comprendre que... Tu comprends ce que je veux dire? Je ne peux pas... Si je veux toucher certaines personnes, il faut que j'arrive avec un certain langage, tu vois ce que je veux dire? C'est Malcolm X qui disait, si je m'adresse à des voyous, je parle comme un voyou. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une question de branche, quoi. Et tu penses que, enfin, tu disais que tu as été marqué par Aimé Césaire, tu penses qu'il y a un rapport entre le style d'Aimé Césaire et, je sais pas, enfin, Césaire c'est un poète qui a marqué d'autres rappeurs. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est la négritude ou est-ce que c'est quelque chose dans le style de Césaire? Qu'est-ce qui attire ton attention dans le style de Césaire? Tu l'as dit aussi, il y a la négritude aussi. Tu as remarqué que j'étais assez basé. Il y a ça aussi. Et bien sûr, ça me plaît. Son combat me plaît aussi. Le combat qu'il a mené à l'époque, il était aussi, tu vois, il a fait de la politique aussi. Son combat aussi m'a plu. Et à l'époque, aux Antilles, tout ça, c'était chaud aussi. Donc voilà, son combat me plaît. Et puis sa manière de parler de la négritude, il n'avait pas peur de le dire, quoi. Le mot nègre, tu vois, c'était pas péjoratif, tu vois. Donc c'était intéressant à ce niveau-là pour moi. Je voyais un mec qui écrivait et qui disait nègre, quoi, tu vois. Pour moi, nègre, ça a toujours été avec un sens négatif, quoi. Tu vois, et lui, il sublimait la chose en disant un nègre, tu comprends. Donc c'est ce qui m'intéresse chez Césaire. C'est son côté, voilà, il n'a pas peur de dire les choses et il n'est pas dans la victimisation, quoi. Et pour toi, il y a des points communs donc, entre Césaire et le rap? Après, je ne sais pas s'il y a des points communs entre Césaire et le rap. Moi, je le trouve. Lyricalement, bien sûr. Mais après, pour d'autres, ça ne sera peut-être pas le cas, tu vois. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Et il y a d'autres auteurs aussi qui t'ont marqué, Rimbaud, Césaire, Baudelaire. Il y a des auteurs dont tu aurais envie de nous parler, qui ont pu influencer ton travail d'écriture? J'ai été sur... récemment, j'ai commencé à lire Céline, mais particulièrement le Voyage au bout de la nuit, et qui est une écriture qui est très humaine, quoi. Il parle vraiment des gens, des petites gens, et c'est ça qui m'intéresse. Particulièrement cet ouvrage-là. Après, je sais qu'il est parti en couille sur certains trucs. Moi, j'ai pas été voir jusque-là, mais le Voyage au bout de la nuit, je vais te faire une petite confidence. Ce livre-là, j'ai été vers ce livre-là en écoutant Fabrice Lucchini. Non, sérieux. Le mec en parle tellement bien.
Parce que c'est ça aussi, tu vois. Et là, on est à l'école et tout. Et que moi, à un certain niveau, je n'étais pas stupide comme élève, mais j'ai pu glisser à certains moments où je n'ai pas suivi parce qu'à un moment donné, je n'ai pas eu un prof qui m'a donné l'amour de la littérature. Tu vois, que j'avais déjà cette propension à être prêt pour ça, quoi. J'adore la littérature, j'adore l'écriture et tout, mais je n'ai pas trouvé de profs qui m'ont amené à ça. Après, bon... Mais ce type, quand il parle de Céline, il m'a emmené à Céline, honnêtement. Bon, je connaissais Céline, le truc, mais quand je l'entendais parler du truc, j'ai lu ça et ça m'a plu, quoi. Vraiment, et des mecs comme Céline, des mecs qui ont une écriture très urbaine, très réaliste, quoi. C'est les auteurs qui me plaisent. C'est intéressant parce que d'ailleurs, il y a un auteur qui a écrit plusieurs articles dans la NRF, donc la Nouvelle Revue Française, où il compare justement, il dit Céline, en fait, c'est un rappeur sans musique. Oui, exactement. Il y a ce côté où il décrit vraiment la vie des gens et c'est très intéressant, quoi. Et moi, quand j'ai découvert ça, oui, bien sûr, ça m'a inspiré. 2 ou 3 textes d'ailleurs, au prochain album. Ah. On passe... Alors, je vous propose de rester dans la littérature, dans la poésie et d'écouter le premier couplet d'un morceau qui s'appelle Putain de poésie, qui est toujours sur le second album d'Arsenic. Écrire, c'est magique. Tu n'as pas eu ce sentiment? Si, je l'ai. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai découvert que je faisais plus que de raconter une histoire. Tu vois, écrire, c'est une arme. Une arme plus puissante que n'importe quel coup de poing. Faut que j'explique au monde qui kiffe qu'Arsenic c'est pas que violence et qu'il y a un écorché vif planqué derrière ma putain d'insolence. Qu'il faut capter l'urgence à travers nos prophéties. Être rappeur c'est un cri. Avant d'être ma profession j'écris sous pression. L'industrie stress écrit, dresse leur portrait. Ces portes s'empressent de cramer nos manuscrits. J'agresse le beat pour ma cause, c'est un crime. Ma prose une crise et ça s'impose. J'écris ces choses crues qui font que la prison implose. Et que dans nos maisons on prie. C'est pour être libre qu'on garde jamais nos putains de bouches closes. Inscrit nos blagues explosent. Impose mes phrases et putain d'amour que la base n'a pas de prix. Non, si je rime trop, et que je prends le micro à l'usure, c'est juste que j'ai trop d'électro et je sais pas compter les mesures ou que j'ai trop choses à cracher, donc je baisse le format en cesse. Et la République française, c'est pour notre public, on saisit le pic, on pèse pas le poids de nos mots, nos desks, nos mots on duplique. J'écris ma famille, c'est rue infâme, c'est âmes qu'on les ventres. J'écris mon texte et le rap comme un ventre, crie famine. Je me fais du mauvais sang, le mal se profile, et ma plume saigne des lyrics, c'est mon fil. J'écris, ça anesthésie mes plaines sceptiques. J'écris les spleen, saisis la plume, le bitume saigne. J'écris, j'assume les propos. Fume le beat dans Popo et oui, je me vide dans un calibre. J'écris un bon beat, mon flow guide. J'écris, lucide les gros, c'est un putain d'homicide. Alors, ce morceau s'appelle Putain de poésie et tu reprends souvent à ton compte les mots de littérature et de poésie. Dans le morceau que nous venons d'écouter, à un moment tu dis « Je suis ce sombre poète ». Dans le morceau 12e lettre, tu dis « Je te lègue ma sale littérature ». Dans le morceau Brûleur de frontières, tu dis « J'étais mauvais bandit, je suis devenu poète par défaut ». Et dans le morceau Césarienne sur Radio Bitume, tu parles de poésie à pompe. Donc, est-ce que c'est une provocation Est-ce que c'est une provocation de ta part ou est-ce que tu te considères comme un poète à part entière? Est-ce que c'est une manière pour toi de réclamer le droit au rap à être considéré comme une forme de poésie? Oui, bien sûr, tu l'as dit. C'est que ça. Moi, j'adore la poésie et je me revendique comme poète. Ouais, exactement. Oui, dis-moi poète. Si je ne me dis pas rappeur, dis-moi poète. Ouais. Ouais. Ça ne me dérangera même pas. Ouais. Tu vois, non, bien sûr, je le fais dans les règles de l'art. Hein. Je le fais dans les règles de l'art poétique si on prend la peine d'écouter, quoi. Tu vois. Et je voudrais te poser une question qu'on a posée à notre invité précédent, qui était Virus. Est-ce que tu pourrais reprendre à ton compte la formule de Booba dans Le Crime P, mon rap, un poème sans poésie? Ou est-ce que toi, plutôt, ce serait un poème avec poésie?
Qu'est-ce que tu penses de cette formule? Ouais, non, je vois ce qu'il veut dire, mais moi, non, je dirais pas un poème sans poésie, puisque moi, je suis dans la filiation poétique. Donc, je dirais pas ça, non. Mais je vois ce qu'il veut dire. D'accord. Mais moi, non, je me revendique plus dans le délire poétique. Mais du coup, est-ce que pour toi, c'est la poésie ou c'est une autre forme de poésie? Parce que c'est... Et c'est forcément une autre forme de poésie. C'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes environnements. Rimbaud, il était là, il fumait son truc avec Verlaine, ils étaient là, ils avaient des petits trucs, ils étaient cool. C'est pas la même chose. Tu vois, c'est pas le même monde, c'est pas le même truc. Donc forcément, c'est autre chose. Mais au final, on fait le même travail, tu vois. On fait le même travail, mais c'est pas le même contexte. Ouais. Les mecs ont des casquettes, ils ont des trucs, tu vois, du Lacoste, des trucs. Pas du Vuitton. Oui, c'est un voyou, c'est pas la même chose, tu vois, mais c'est le même travail. Mais est-ce que tu penses qu'on peut lire des textes, ou des textes de rap en général, sans écouter? Est-ce que les textes peuvent tenir par la seule force de l'écriture des textes de rap? Je peux pas parler pour tout le monde, parce qu'il y a des bras cassés. mais comme dans tout, hein, même dans les mecs qui vont se prétendre poètes aujourd'hui, il y a des bras cassés. Mais je pense que moi, ce que je fais, je pense, hein, après je peux me tromper, je pense que ça peut se lire. Ouais. D'accord. Enfin, certains textes. Après, il y a des textes qui sont différents. Il y a des textes qui sont des textes purement égo-trip. Par exemple, j'ai fait un morceau Suicide commercial, ça n'a pas, ou Suicide commercial ou un autre, mais ça n'a pas une vocation à être poétique. Tu vois, c'est plus de l'attaque. Voilà, c'est plus rapologiquement, c'est technique, c'est pour poser des bases rapologiques. Mais il y a des textes qui sont, par exemple, dans le nouvel album. Requiem, non? Oui, il y a Requiem, ou Au Jardin des Ombres. Des textes comme ça, ou même des textes que j'ai fait à l'époque, même tout à l'heure, tu as passé un titre, Paradis assassiné, ou même dans l'album Paradis assassiné, il y avait Paradis Airline, des textes qui se veulent poétiques. Donc je joue aussi sur plusieurs comme ça, quoi. Mais du coup, pourquoi tu dis je suis devenu poète par défaut? C'est quoi le défaut Non, on dit ça pour faire chier le monde. Non, ça m'arrive, je fais ça pour faire chier le monde, sérieusement. Non, je disais j'étais mauvais bandit, je suis devenu poète par défaut. Mais c'est vrai et faux en même temps. Mais parce que, en fait, c'était pour dire qu'on était des petits cons, on traînait, on foutait la merde. Mais voilà, c'est pas ce qui m'intéressait de faire ça, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était écrire et faire des choses plus constructives que traîner et foutre la merde. Mais quand je dis poète par défaut, c'est juste pour impacter, quoi, pour qu'il y ait quelque chose, tu vois, où on sente un truc, bon, c'est pas pour dire, oui, voilà, il est là, il traîne, machin, on ne fait pas de misérabilisme, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Est-ce que tu pourrais écrire autre chose que du rap? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu me proposes? Non, bien sûr. Tu as déjà essayé ou pas? C'est-à-dire à quel niveau? D'autres formes d'écriture que l'écriture rap? Bien sûr, oui. Bah, quand tu écris, tu peux tout écrire. Je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est sous forme également de vers? Sous forme non, poétique, tu le fais d'une autre forme. Tu le fais d'une autre forme. Le truc avec le rap, c'est qu'on a... souvent, moi, je dis avec le rap, tu es handicapé par le beat. Okay, donc il y a le rythme, donc on est handicapé par le rythme. Donc forcément, là on passait des morceaux tout à l'heure, tu vois, il y a des morceaux. Donc je suis obligé d'arriver avec un flow, une découpe qui soit rythmique, parce qu'il y a le beat. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a le beat. Donc je suis sûr que des fois tu peux même, il y a des mots que tu chopes pas. Tu vois, il y a des mots que tu comprends pas, il y a des mots c'est archi découpé, tac, 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 tac. C'est rapologique. Mais si je te le fais plus posé, si je prends une feuille et que je t'écris un texte, posé, je m'arrange pour l'écrire plus aéré, plus machin, c'est différent. Tu comprends ce que je veux dire? Donc bien sûr, j'écris d'autres choses et oui, je peux être sollicité pour d'autres choses, donc je le fais aussi, ouais. Et qu'est-ce que tu as écrit?
comme autre texte alors? Je gribouille. Non, j'écris pour les chanteuses, oui, des chanteurs aussi. Et là, je pense vraiment, parce qu'on est là, je ne fais pas de machin, mais je pense au recueil de poésie. Et je vais faire moi un beau. Ouais, j'aimerais bien faire ça, ouais, ça me plairait bien. Et tu disais qu'avec le beat, il y avait des mots qu'on avait du mal à saisir au vol. Et est-ce que pour toi, c'est important que l'auditeur ne se contente pas seulement d'écouter les morceaux, mais aussi se reporte au livret pour lire les textes? Oui, bien sûr, c'est important. Oui, sinon, ce qu'on raconte, sinon on s'en fout. Mais après, pour moi et pour d'autres qui veulent écrire, quoi. Je veux dire, après, si tu fais de la musique de club, il n'y a pas la prétention d'avoir cette démarche-là, quoi. On s'en fout. Si tu fais de la musique de club, ouais, j'arrive, donne-moi la bouteille, attends, je prends allume le spliff, on s'en branle, tu vois. Et on s'en fout. Mais bon, si tu veux écrire quelque chose, c'est bien qu'il y ait 2-3 personnes qui écoutent. Au minimum, c'est valorisant, pour nous. Ouais. Et peut-être sur la métaphore boxer avec les mots. C'est quand même un thème qui revient souvent dans Arsenic, et après j'ai l'impression aussi dans Requiem, c'est pas tellement boxer avec les mots, mais les mots deviennent des sortes d'explosifs, j'ai l'impression, et il y a toujours ce lien, souvent dans le rap d'ailleurs, pas que chez toi, mais entre le rap, les mots du rap et les armes. Ouais. Et comment tu l'expliquerais Oui, déjà pour parler de boxe avec les mots, c'était quelque chose qu'on faisait déjà, même sans le forcer, mais il y a un écho avec aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de punchline. Tu vois, la punchline. Tu as entendu parler toi aussi? La punchline, oui, la punchline. Et les gens, on ne comprend plus, en fait, c'est quoi le truc. En fait, pour expliquer boxe avec les mots, qu'est-ce que c'est? C'est une manière d'écrire qui veut... C'est comme un match de boxe, tu vois. Enfin, voilà, un round, t'arrives, tu boxes, tu cherches, tu fais des jabs, tu vois, tu cherches l'adversaire, tu cherches le meilleur coup pour coucher l'adversaire, quoi. Et une fois que tu trouves le coup, enfin, une fois que tu arrives, boum, tu mets un crochet, un uppercut, je sais pas ce que tu fous, crochet du droit, crochet du gauche. Donc, punchline. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Au sens le crochet du gauche ou l'uppercut, c'est la punchline. Ouais. C'est-à-dire que quand tu rappes, aujourd'hui, les mecs n'ont pas compris. Ils pensent qu'il faut punchline, 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 punchline. Mais c'est pas ça le problème. Ouais. Quand tu boxes, tu passes pas ton temps à faire des crochets, des crochets du gauche, des crochets du droit ou des uppercuts. Tu cherches. Tu vois, des jabs, 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 tu jabs, tu jabs, tu jabs. C'est ça, on boxe avec les mots, c'est exactement ça. Je boxe avec les mots, donc je cherche. Et il y a une punchline. Et dans un texte de rap, en réalité, tu n'as pas besoin de 60 000 punchlines. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Pas besoin de 60 000 punchlines. Et je vais te donner un scoop. Il peut même y avoir des textes de rap, il n'y a pas de punchline du tout. Non, mais c'est vrai. Sans déconner. Pas de punchline du tout. Aucune punchline. Excusez-moi. Un petit souci. Monsieur, tu gâches la fête. Qu'est-ce qui se passe? Souci, vous avez diacrit ici. On m'entend plus? Ouais. Là, c'est mieux? Ouais. Merci. Et qu'est-ce que je disais? Et il peut y avoir des textes où il n'y a aucune punchline. Par exemple, je vais prendre Le monde de demain d'NTM. Trouve-moi une punchline dans le monde de ce qu'on appelle punchline. Hein. Genre, je suis un navire, je suis sur l'eau, machin. Il n'y a pas de ça dedans, tu vois. Ça parle vraiment, prends-moi, demain c'est loin, d'Ayam. Pas de punchline. Tu comprends ce que je veux dire? Même si Lunatique, la lettre, c'est pas des morceaux à punchline, mais ça parle. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas obligé de faire ça. Donc dans le schéma, voilà, c'est ça. Boxe avec les mots, c'est ça. C'est comme un match de boxe. Tu fais ton truc, tu jabs, donc tu écris. Il y a une phrase qui arrive à un moment donné, qui va être plus marquante que les autres, mais parce que c'est une phrase qui est écrite pour ça. Tu vois? Et est-ce qu'il y a un sens aussi peut-être plus figuré, genre
que la vie, enfin finalement la vie dont vous parlez dans les textes, c'est aussi une vie où il faut boxer en gros, et voire même un sens politique. L'idée de boxer avec les mots, c'est aussi l'idée qui est un peu super présente dans le rap, le savoir est une arme. Donc du coup, les mots aussi, est-ce que ça peut avoir ce sens-là aussi? Bien sûr, les mots ont un sens. C'est pour ça que moi, je mets un point d'honneur à un moment donné de dire un minimum de choses, quoi. Donc je peux pas concevoir faire un album de rap en faisant que de l'ego trip. Parce qu'à un moment donné, je vais pas faire comme je disais tout à l'heure, je vais pas faire de misérabilisme en disant oui, on est machin. Mais on n'est pas des gens, ça je le dis souvent, on n'est pas censé parler. Quand je dis on n'est pas censé parler, je parle du peuple en général. Ouais. On n'est pas des gens qui ont la parole. Il y a plein de gens qui ont envie de dire des choses, mais ils ne peuvent pas le dire. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as envie de crier, tu as envie de te rebeller, tu as envie de dire des choses, mais tu n'as pas la plateforme pour le dire. Mais nous, en tant qu'artistes, on peut le dire. On peut dire des choses. Donc si moi j'arrive et que je te raconte de la merde, du premier au dernier morceau, tu comprends? Donc j'essaye de dire 2-3 trucs. Oui, c'est vrai, dans le dernier, la Requiem, il y a quand même des trucs, il y a des trucs sur la Palestine, il y a des trucs sur une critique des médias aussi, mais moi ce que je trouve fort, c'est que tu arrives à le faire sans faire le donneur de leçons, quoi. C'est le but. Je veux pas donner des leçons parce que j'ai pas la science infuse non plus. Je peux pas dire aux gens oui c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut penser. C'est pas possible. Je donne mon expérience et ma façon de penser. Point. Mais je peux pas dire aux gens c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pour ça que je refuse moi ce rôle de leader en fait. Je le dis d'ailleurs dans un morceau, quoi. Je refuse ce rôle de leader. Je veux dire, on n'a pas besoin de leader. Nous-mêmes, on est des leaders. On n'a pas besoin de ça, quoi. Et tu insistes beaucoup sur la saleté du texte. Tu dis un truc malpropre, ma sale littérature. Alors, pourquoi ma sale littérature? Pourquoi il m'arrive de me laver. Non, mais c'est des métaphores. C'est pour souligner le fait que c'est pas de la littérature conventionnelle. Enfin, c'est pas de l'écriture conventionnelle. Quand on dit c'est sale, puis il y a le côté aussi argot. Quand on dit c'est sale, ça veut dire que ça tue. Tu vois? Parce que je me demandais si tu opposais sens propre, sens sale. Parce que tu as une phrase dans un signe de paix sans l'index, tu dis pour changer le monde, je me rappelle plus. Pour changer la face du monde au sens propre comme au sens défiguré. Ah oui, j'aime bien ça. Ouais. C'est comme si tu inventais un autre sens que le sens propre, que le sens figuré, qui serait le sens défiguré ou le sens sale. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je te dis. Après, c'est des tournures de phrases. Je veux dire, mais dans notre argot, nous, sale, ça veut dire que ça tue. C'est sale, ça veut dire que ça tue. Tu vois. C'est pas genre, c'est crâne. Non, mais je sais bien. Et tu dis je boxe avec les mots, et est-ce que tu pourrais souscrire à cette phrase de Suran qui dit je rêve d'une langue dont les mots, comme les poings, fracasseraient les mâchoires? Ah oui, fantastique. J'aurais aimé l'écrire. Donne-moi le truc. Je rêve d'une langue dont les mots, comme les poings, fracasseraient les mâchoires. Voilà, tu pourras citer ça dans un couplet. Ouais, c'est comme il disait dans Seven, là, John Doe, pour capter l'attention de quelqu'un, il vaut mieux lui mettre un coup de batte de baseball que lui dire, tu vois. Bon, c'est violent, mais ça a le mérite d'être clair. Moi, il comprend. Tu boxes avec les mots, mais concrètement, comment tu t'y prends pour boxer avec les mots, pour faire que les mots boxent véritablement l'auditeur? Parce qu'il y a des mots que tu trouves plus percutants que d'autres, des mots que tu choisis soigneusement, des tournures de phrases. Comment tu t'y prends pour écrire et boxer en même temps? J'essaie d'avoir des images qui soient tu vois, marquantes, quoi. C'est d'avoir des images marquantes qui est important, tu vois ce que je veux dire. Et de plus en plus, j'arrive à le faire de mieux en mieux, quoi. Quand j'ai commencé, c'était moins marquant. Je le fais un peu plus maintenant, mais bien sûr, il faut des images fortes, quoi.
C'est quoi pour toi une image forte, par exemple? Quelque chose qui va te rester dans le crâne, quoi. Quelque chose qui va te rester dans le crâne. Comme je dis dans Suicide commercial, il y en a quelques-unes. Arsenic, c'est quoi la phrase? Prends Marianne en sandwich, d'accord, on va dégoûter la France des moi Oreos. j'ai un trou. Prends Marianne en sandwich, on va dégoûter la France des Oreos. Donc si je fais l'explication de texte, Ouais, on l'a faite là. Arsenic, nous sommes de jeunes noirs. Marianne, qui représente la République française, bon, la France, pays catholique, blanc, bon, on va pas dire de conneries, on n'est pas au Burundi. Donc, voilà, donc tu vois ce que je veux dire, je fais la référence avec Oreo, tout ça, tu vois, c'est la... Clac. Clac. Et tu vois, et c'est ça qui m'intéresse. Et puis que toi, tu aies la vision, et puis quand tu rentres chez toi, t'écoutes. Ah, il parlait de ça. Bah, surtout, tu fais rimer avec version trash de Juliette et Roméo. Exactement. Ah, t'es fort. Faire rimer Roméo avec Oreo. Moi, je l'avais oublié. On a chopé Juliette et Roméo. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, j'essaie d'avoir des images qui soient fortes et puis que je les visualise, quoi. C'est ça le plus important. Ouais, celle-là, elle était forte quand même. Alors, j'en ai quelques-unes. Ouais. Voilà. Si on cherche. Ah, mais voilà, tu rigoles ou pas? Non, mais tu es sérieux? T'es fort parce que c'est ce qui m'a inspiré, C'est vrai? la rime. C'est vrai, Carrément. c'est cette photo-là? Ah, carrément. Alors la photo que je lui montre, c'est la photo que j'ai postée Mais sur, c'est ce qui m'a inspiré, la sur rime. le groupe Facebook Ah, c'est ce qui du m'a inspiré, la séminaire. Ça vient du film de Lars von Trier, Nymphomaniac. Ouais, avec Charlotte Gainsbourg, ouais, Voilà, c'est ce qui m'a inspiré, la rime. J'ai Carrément. pris en Tu sandwich. sais, non, mais je vais te dire la vérité, ce qui m'a... Non, c'est vrai, on parle là, on est entre nous, on va dire la vérité. Oui, on va dire la vérité. La rime, elle m'a été inspirée par une interview du mari de Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal. Ouais, Yvan Attal. Et il disait qu'il parlait des gamins. Bon, après, c'était un peu... Bon, c'était pas glorieux pour les gamins, parce que ça faisait chier les gamins à l'école et tout. Ils aimaient pas... Enfin, ils se faisaient emmerder parce que leur mère avait fait le film avec les deux Blackos, ce truc. Et donc voilà, et c'est ce qui m'a inspiré cette rime en fait. Et il y a d'autres images, j'en d'autres ai d'autres films comme comme ça, ça qui t'inspirent des rimes, qui t'inspirent des... Bien sûr, toujours, mais c'est ça en fait, l'inspiration elle vient de partout. Ouais. Tu pourrais nous donner des exemples d'autres scoops? Ah là, oulala, attends, il faut qu'on le fasse, là tu me donnes, moi je suis un mec un peu Alzheimer dans mon genre. Non, mais il faut que j'y pense, mais oui, tiens, il y en a plein, mais si tu me dis ça comme ça, j'aurais du mal à te le dire comme ça, mais ouais, il y en a quelques-unes. Ouais. D'accord. Et du coup, c'est peut-être dans le fil de la soirée, je vais t'en trouver. D'accord. Du coup, c'est ce genre de choses qui créent des images fortes et effectivement, ton écriture joue beaucoup sur les images et je pense que c'est pour ça que tu convoques notamment le cinéma dans Requiem quand tu dis « je fais des films pour aveugles ». Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire exactement faire des films pour aveugles? Oui, faire des films pour aveugles, c'est-à-dire que moi, en fait, simplement, je fais des textes imagés. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une bonne vue pour les capter. Quoi. Tu vois, donc tu peux être aveugle et écouter ma musique. Et est-ce que tu penses est-ce que tu essaies de produire une sorte d'écriture cinématographique? Oui, sur certains morceaux, oui. Sur certains morceaux, oui. Pas sur tous, mais sur certains morceaux, oui. Et lesquels, par exemple? J'aime bien Au Jardin des Ombres, des morceaux comme ça, Le Jardin des Ombres. Même sur Suicide commercial, justement, quand je te fais la phase avec Charlotte Gainsbourg, tu vois le truc. Et tu imagines, tu vois, c'est ça qui est important. Tu imagines le truc. Quand tu écris ce genre de punchline, est-ce que tu penses à certaines images qui pourrait y avoir dans le clip? Est-ce que tu penses déjà au clip? Non, pas toujours, parce qu'il ne faut pas trop penser quand on fait ce genre de choses. Plus on pense, plus on calcule. Alors, il faut plus faire et moins calculer. Mais après, on a des mécaniques qui font qu'on... Après, il y a des mécaniques qui font qu'on arrive souvent à faire des choses, mais sans le chercher spécialement. Quoi. Mais non, trop de calcul, tu le calcules. Et toujours pour rester sur cette question des images, il
Il y a notre producteur d'images qui n'est pas cinéaste, mais qui est peintre, que tu mentionnes dans Requiem, Van Gogh. Tu dis j'écris des fresques négro, c'est du Van Gogh négro prête l'oreille. Donc je me demandais si Van Gogh c'était juste pour le jeu de mots avec oreille, si c'était juste un jeu de sonorité Wolfgang Van Gogh, ou s'il y avait quelque chose de plus. Non, parce que j'aime beaucoup la peinture aussi. J'ai des talents cachés. Non, mais j'aime beaucoup la peinture en fait. Je dessine beaucoup. Je vais pas commencer à peindre parce que c'est un autre délire. Hein. Parce que tu dessines que tu vas te mettre à peindre non plus. Tu vois. Mais non, j'aime beaucoup. C'est des choses que j'aime beaucoup. Donc pour moi, oui, je connais un peu les toiles, tout ça, je regarde un peu. C'est des choses qui m'intéressent. Donc je fais des références comme ça, parce que pour les gens que j'aime bien. D'accord. Tu veux pas, on passe suicide commercial pour la phrase sur Marianne. Ah mais je sais pas exactement où elle se situe, ça va prendre du temps. Tu veux qu'on passe tout le morceau? C'est le deuxième couplet. Ah mais c'est à partir de... C'est la fin du deuxième. Ah, il y a des mots. Merci. C'est sympa. Non, ouais, c'est la fin du deuxième couplet. Ouais, mais je sais pas exactement, je peux pas minuter exactement pour... Tu l'as vu, il fallait prendre un Mac. Rapport père d'humeur sale, saison 2, épisode 1, suicide commercial. Suicide commercial, suicide commercial. Chante mes lésions, cogne la censure, c'est mon art martial. Pourquoi arrondir les... qui con, y'a ma semence dans le sérum. C'est ce qui compte, laisse branler ces petits cons sur les forums, sur les drums. J'fais mon trou, mais le feu sans accélérateur. Je traite les rappeurs comme j'ai ruqué, ils nous prennent pour des gogoles soudés, pour des yo-yo avec la casquette sur le côté. Je fais pas la quête, non, je crache mes boyaux, c'est lancé. Je casse au vide sur Twitter, j'encule le rap français, sale cuideur. Vérifie que les gamins dorment, la liberté d'expression, j'arrête aux portes la main d'or. Cet homme doit 21 grammes, ah, je dirais à vue de nez. Et si je crame, j'irai en enfer, fumer du crack avec Whitney. Tous les mêmes, et si je peux dissiper vos doutes. Sarkozy souffre quand je pique valse comme une poupée vaudou. Sans modo street, je fête la mort du disque sans champagne. Retour au lyrique, c'est mon slogan de campagne. J'entends boire, c'est mort, boire, parle pas au petit peu. Moi je vous pisse dessus sans prendre la peine de vous faire croire qu'il pleut. Je réveille tout pas, je fais des séances de spiritisme, écriture automatique, possédé par le démon du lyricisme, version trash de Juliette et Roméo. Arsenic prend Marianne en sandwich, en dégoûté la France des Oreos. Ça passe par la voie. Voilà. Merde. On passe peut-être sur les méthodes d'écriture et tout. Oui, justement, dans le couplet qu'on a entendu, tu parles d'écriture automatique, mais on sent bien que ton écriture n'est pas du tout inconsciente, elle est très travaillée, mais est-ce que tu essayes de donner l'impression que c'est une écriture automatique qui fonctionne par association d'idées, association de mots? Comment tu t'y prends? Oui, mais comme ça fait quand même un bout de temps que je fais ça, donc en réalité, ça commence à ressembler à de l'écriture automatique. Non, vraiment, parce qu'après, il y a les automatismes, tu vois, je le fais depuis longtemps, je le fais assez facilement maintenant. C'était moins évident au début, maintenant, c'est plus facile pour moi de le faire sans transpirer, quoi. Mais bien sûr, après, ça dépend des textes. Lesquels Suicide commercial, oui, il y a quand même une réflexion parce que j'ai besoin de parler de choses qui sont un peu d'actualité et tout ça, donc il y a une réflexion derrière ça, quoi. Et puis il y a des morceaux qui sont un peu plus instinctifs, quoi. D'accord. Et est-ce que faire un morceau avec quelqu'un, ça a des répercussions sur ta manière d'écrire? Est-ce que c'est différent selon que c'est avec Calbo ou avec un autre rappeur? Est-ce qu'il y a des discussions sur les textes, des interactions, des modifications? Ah non, je suis un dictateur, moi. Non, moi je fais tout de la même manière à chaque fois. D'accord, donc... Ouais. Non, mais parce que c'est... Les autres rappeurs n'ont pas le droit de regard sur tes textes? Ah non, sur moi pas. Mais est-ce que toi, du coup, non, en tant que dictateur, tu t'accordes un droit de regard sur le texte des autres? Moi, si je m'occupe du texte... Ouais. Non, je suis un dictateur... Pour toi-même. À la fraise. Ouais, non. Chacun fait son truc, c'est important.
la liberté de l'artiste, c'est ce qu'on fait. L'art, c'est, par définition, c'est quelque chose où on doit être libre, quoi. Je ne veux pas emmerder. Non, fais ton truc. Après, le seul critère, c'est est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, quoi. Tu vois ? Par exemple, quand tu fais un morceau comme La loi du point final avec Oxmo Puccino, vous vous mettez d'accord au préalable sur le thème. Comment est-ce que ça fonctionne ? Non, Oxmo me parle du titre, et il me parle du sujet et tout, et puis moi, je me mets dans mon coin et j'écris. D'accord. Et après, vous mettez en commun, et est-ce que ça change des choses, la mise en commun, ou est-ce que chacun garde son texte, son couplet comme il est ? Pour être honnête, c'est plus laborieux parce que moi, je vais pas, comme je suis invité sur le morceau, tu vois, j'ai besoin aussi de son regard à lui, quoi. Il faut que ça soit en adéquation avec ce que lui il a envie d'entendre, quoi. Donc forcément, je fais mon truc et j'ai besoin qu'ils me disent que c'est bon ou c'est pas bon. Mais en réalité, comme je suis pas dégueulasse comme artiste, en général, ça se passe bien. D'accord. Et comment est-ce que tu t'y prends pour écrire tes textes ? Est-ce que tu as quel est ton support d'écriture ? Est-ce que c'est du papier ? Est-ce que c'est un ordinateur, ton portable ? En 2005, de 2005 à allez, 2009 ou 2010, je ne sais même plus, c'est du papier, et là j'ai arrêté le papier. D'accord. Mais c'est dramatique, il faut que je reprenne le papier, parce que... C'est différent. Non, parce que j'ai une galère avec le téléphone. Non, parce que maintenant j'écris au téléphone, et j'ai une galère une fois, j'ai carrément perdu... J'ai perdu 3 textes. Ouais, carrément. Écrits dans le téléphone, avec une manip à la con, j'ai perdu 3 textes. Et j'ai toujours écrit papier, j'ai mes reliques, tout ça, j'avais mes reliques, mes parchemins, mes trucs, j'avais mes trucs. Et non, je pense que le papier c'est mieux, honnêtement. Donc je vais me remettre au papier. Pour le nouvel album d'Arsenic là, que je suis en train d'écrire, je vais l'écrire en papier. Et ça change quelque chose pour toi dans ta manière d'écrire, le support ? Non, pas du tout. C'est plus rapide avec le téléphone parce que je l'ai toujours avec moi, tac, 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 et puis écrire c'est chiant à un moment donné. Mais c'est vrai que ça peut aussi nous rendre dépendants à la technologie et tu vois, nous empêcher d'écrire. Quand tu as une écriture de merde, ça peut arriver. C'est vrai. Et non, mais je vais reprendre le papier, moi, sur le prochain album. Et juste très concrètement, quand tu te mets à écrire, est-ce que tu pars, enfin de quoi tu pars en fait ? Moi c'est toujours ça la question que je me pose, c'est est-ce que les rappeurs, ou toi en fait, juste tu pars de l'instru, d'un thème, d'une phrase que tu as notée comme ça dans ton téléphone, dans un carnet, qui va te donner après l'idée d'un morceau, ou au contraire c'est parce que tu entends une instru, ça te fait penser à quelque chose et du coup tu écris en écoutant l'instru en même temps ? Non mais en fait, tu as tout dit dans ta question en fait. C'est tout en fait. Ça peut être un instru. Enfin, je peux travailler sur un instru, je peux travailler sur un thème que j'ai déjà travaillé avant, ou ça peut être une impulsion, une phrase ou un truc qui m'emmène le texte. Ouais. Tu as tout dit dans ta question. Ça peut être les trois quoi. Ça peut Exactement, ou même autre chose. C'est ça, l'inspiration, il n'y a pas de règle. Oui, parce que c'est justement ce qui est intéressant par rapport à la poésie, c'est vrai qu'il n'y a pas de support musical. Et du coup, de voir, est-ce que quand on écrit des textes de rap, la musique peut informer, modifier... Oui, la musique peut, mais c'est ce que je te dis, parce que c'est ça la différence avec la poésie pure, comme on peut en entendre, ou comme les gros classiques de la poésie. C'est la différence avec le rap, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le rythme, quoi. Ouais, on a le beat, donc je suis dépendant de ce rythme, donc il faut que je sois dessus, il faut que je sois sur le rythme et tout ça. Donc c'est là la différence. Après, l'aspiration peut venir de partout, quoi. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret ? La semaine dernière, on a étudié le morceau Requiem, ce morceau, qui est un morceau de bravoure puisqu'il dure 8 minutes. Comment tu t'y es pris pour l'écrire ? Je l'ai écrit en 3-4 fois. Ouais, 3-4 fois. Non, tu peux pas l'écrire d'un trait, non, ce genre de morceau. En 3-4 fois. Ouais. C'est-à-dire, des fois, j'écris dans le téléphone, je note des phrases
Des fois, tu as des phrases qui arrivent, tu vois, des fois, tu as des fulgurances. Et c'est après, tu vois, ça devient avec le temps, quoi. Tu vois, à force de le faire, tu as des fulgurances qui arrivent, bam, j'ai une phrase qui arrive, je la note, bam, j'ai une phrase qui arrive, je la note. Et puis, ça pourrait être dans le texte ou pas, tu vois ce que je veux dire. Et dans le cas de Requiem, qu'est-ce qui t'a donné l'idée du morceau? Est-ce que c'est l'instru? Est-ce que c'est de toi? Non, sur Requiem, j'avais déjà beaucoup écrit déjà. Ouais. L'instru est venu après. Sur le cas de Requiem, l'instru est venu après. Il y a certains titres où j'ai eu l'instru avant, j'ai écrit directement dessus. Mais ce morceau-là, j'avais écrit un peu avant. La majorité du texte était écrit un peu avant. Je me suis adapté à l'instru. Et est-ce que c'est, comme c'est un morceau de 8 minutes, est-ce qu'à l'origine c'est un petit texte qui, de fil en aiguille, est devenu extrêmement long et qui donne 8 minutes? Ou est-ce que tu t'es dit, je vais essayer de faire un long morceau, un morceau de bravoure de 8 minutes? Comment est-ce que ça fonctionne? 8 minutes, j'avais pas calculé le truc, mais c'est juste que des fois j'ai un problème, moi en fait j'ai un problème avec le format 16 mesures. Le format rap c'est 16, 8, 16, 8, 16. Et 8, des fois, ou alors 8, 16, tu vois. Et j'ai du mal avec ce format parce que moi avec mon écriture, des fois je trouve que je tourne vite en rond et j'ai moins de choses à dire sur 16. Alors j'ai besoin toujours d'écrire un peu plus. Après c'est moi, c'est ma façon de voir le truc. Et j'avais besoin d'écrire beaucoup pour ce morceau-là. Donc je me suis lâché. Quoi. Et comment est-ce que tu as fonctionné? Parce que j'ai l'impression que tu as fonctionné par association d'idées ou association de mots, association de exactement, il n'y a pas une ligne directrice dans le titre. Je crache ce que j'avais dans le cœur. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs requiem au fond dans ce morceau, c'est pas seulement un requiem, oui, il y a plusieurs morts. C'est des petites morts, voilà. Je parle de petites morts, voilà, de la vie de tous les jours, l'âge adulte, à l'enfance, une petite mort. Oui, exactement, l'enfance aussi, bien sûr. Il y a tout ça. Et du coup, est-ce que tu considères qu'il y a une structure dans ce morceau ou c'est vraiment un style du coq à l'âne? Non, il n'y a pas de structure, exactement. C'est du coq à l'âne. D'accord. Du chat au rat, ou tout ce que tu veux. Et ouais, voilà, je crache. C'est des morceaux qui sont faits pour ça, quoi. Et puis c'est une outro, c'est la fin de l'album. Ouais. Là, je balance tout ce que j'ai, quoi. Et pour ce morceau, est-ce que tu t'es servi de... Je ne sais pas si tu as un carnet où tu notes des choses. Ouais. Ton portable, est-ce que tu t'es servi de bribes que tu as rassemblées? Parce qu'il y a aussi une réécriture du refrain de Jardin d'enfants dans ce morceau-là. Et puis il y a des échos. Ah, il est bon, oh là là. On a étudié. Jardin d'enfants. Ah, il est fort. On a tout écouté. Tu l'as qu'à ça, je me rappelle plus du titre. Tu veux je voulais le passer. Non, je te charrie. On peut passer le début parce que le début est très drôle. Oui, exactement. J'ai utilisé une partie. Oui, tu as utilisé le refrain et tu l'as réécrit en inversant et en modifiant, en rajoutant ses cons pour que ce soit plus percutant. Mais je vous propose de. Je savais pas que tu étais si pointu. Ouais. Si j'aurais su. Ça c'est Casimir. Ceux qui ont 40 ans. L'Odyssée s'est craché en place sur l'île aux enfants. Ça vient tâcher les souvenirs de l'époque où je comptais en France. Jeunesse garcée, je fais les comptes, l'innocence sur la civière. Y'a plus de faits dans les comptes, nos vies c'est des faits divers. Les héros sont rouillés, Goldorak à la classe. En couille, Tom Sawyer prend un calibre, des fourrailles dans la classe. On se projette plus dans l'avenir, mais par la fenêtre. La belle baie du silicone, 8 tonnes pour l'oseille de la peine. Y'a plus d'icônes que des faux stars en porcelaine. Le vice a violé la vedette, le fric l'a ensorcelé. On peut paraître au lieu d'être, le niveau baisse comme on a vu. Les séducteurs ont craqué après une autre bavure. Et la sonne, la faucheuse à ton épaule, ta boîte changée en top modèle, Nick Larson, on oublie la capote. Je rate la nostalgie, je regrette l'enfance, ces jeux. Grandir c'est mourir un peu, la vie d'offense t'ouvre les yeux. On a déposé une bombe dans mon jardin d'enfance. Je me suis réveillé un matin avec la mémoire ensemble. L'Odyssée s'est craché, les cités d'or craquent. On sautait la belle au bois ne dort pas et la veille inondée.
Oui, voilà, on a entendu le refrain. Donc, Ouais, le refrain, c'est « On a déposé une bombe dans mon jardin d'enfant, je me suis réveillé un matin avec la mémoire en sang ». Et dans Requiem, il y a une inversion, ça devient « Je me suis réveillé un matin avec la mémoire en sang, ces cons ont déposé une bombe dans mon jardin d'enfant ». Alors, pourquoi avoir réécrit? Est-ce que tu penses que c'est plus fort comme ça? Non, parce que c'est mon texte et je fais ce que je veux. Il n'y a pas de raison spéciale. Non, je te jure que c'est toujours le côté dictateur. Non, ouais, dictateur carrément. Non, c'est pas que j'ai pas calculé ça comme ça en fait. Je le fais comme ça parce que c'est une phrase que j'aimais bien et elle fonctionnait avec ce que je dis après. Jeanne veut devenir Serge. Oui, Bambi s'est pris un coup de pare-choc. Ouais, voilà. Ça fonctionnait bien avec ça. Oui, parce qu'il y a un moment donc, où tu parles dans ce morceau de l'enfance et ça vient de manière un peu surprenante à partir de Bambi s'est pris un coup de pare-choc et ça participe de l'écriture. Ouais, voilà, j'essaie d'avoir des images choc sur tout ce qui peut être la transition entre l'âge adulte. Quand on comprend les choses. Mais j'ai l'impression que pour toi, l'enfance, de manière assez discrète quand même, mais c'est quand même un thème important pour toi. Paradis assassiné, c'est aussi le paradis de l'enfance qui est assassiné. Et tu dis, je regrette mon enfance, grandir, c'est mourir un peu. Tu dis ça dans Mon jardin d'enfant. Est-ce que tu pourrais nous parler de... Je connais pas un mec qui regrette pas son enfance. Quand tu grandis, c'est difficile. Faut payer le loyer, il y a les impôts. Non, parce que c'est normal. On a toujours cette nostalgie, parce que souvent il y a ce truc où on dit oui, mais non, mais la nostalgie, machin. Non, on est tous nostalgiques de cette enfance, parce qu'on n'a pas de responsabilité, et c'est normal. Et puis t'as vécu, une petite copine, tout ça. Là. Vous êtes là. Un arbre. Mais c'est vrai. Et c'est ça et c'est beau. Et c'est beau. Et quand tu arrives à l'âge adulte, c'est différent. T'as un patron, t'es encore en retard, qu'est-ce que tu fous? Machin, je vais t'enlever 1000 €. Tu vois, c'est différent. C'est normal. Et toujours dans ce morceau, Requiem, tu dis je vais boucler la boucle. Donc il y a un effet de bouclage de l'album avec un rapport entre le premier titre et le dernier titre de l'album, le premier titre qui est Choc funèbre. Et les structures de tes albums sont très travaillées. Requiem, c'est le dernier mot de l'album Requiem, et de même dans Paradis assassiné, les deux derniers mots c'est Paradis assassiné. Et en plus, le premier morceau de Paradis assassiné, on entend un sample du morceau Paradis assassiné qui était en fait sur le deuxième album d'Arsenic et du coup c'est... J'adore ce mec, il est fou. Mais bon, non mais tu sais en plus et c'est vrai en plus j'ai aussi un problème parce que en fait d'habitude je mets une partie du disque avant chaque disque, je mets une partie de l'ancien disque. Ouais. Et là, j'ai pas pu le faire parce que c'était un problème de timing et on n'avait pas le temps de le faire et tout ça. On entend quand même un sample de Délinquante Musique dans... Ouais, exactement. Mais j'aurais voulu commencer en fait Requiem avec Paradis assassiné en fait, parce que je le fais à chaque album. Ça m'était inspiré par Rocky en fait. Je dis tout. Non mais c'est vrai, sans déconner. Ouais, Rocky 2, Rocky 1, enfin Rocky 16. Il y a toujours un truc, et voilà, et je le faisais à chaque fois, mais j'ai pas pu le faire. On va le faire sur le Arsenic, c'est pas grave. Mais du coup, pour toi, c'est vraiment important la structure de l'album, qui a un début, qui a une fin, qui a une progression. La continuité, moi, me plaît, j'aime bien. Ouais. Qu'il y ait une cohérence entre les disques. Et tu peux nous expliquer comment tu fais pour qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait un effet de bouclage dans tes deux albums solo, Paradis assassiné, Requiem. Est-ce qu'il y a d'autres techniques à part les samples, les derniers mots du disque? Non, après je pense que ça s'arrête là. On ne cherche pas trop, tu vois, je veux dire, parce que chaque époque est différente, quoi. Je veux dire, l'époque où j'ai fait Paradis assassiné, c'est pas la... Tu vois, il y a 10 piges, quoi. Enfin, il y a 10 piges, je crois, je sais plus.
typique. Et c'est pas, ouais, exact. Donc c'est pas, non, il n'y a pas de recherche à ce niveau-là. C'est juste, je fais l'album avec les sons que j'ai, les sons de maintenant. J'essaye pas de ressembler, enfin de faire ce que je faisais avant, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même important pour toi la continuité. Oui, la continuité est importante. Les échos, mais je le fais sur certains, avec des petites choses, comme je te disais tout à l'heure, avec un morceau qui va faire écho à un autre morceau. Tu vois ce que je veux dire, je le fais comme ça. Ouais. Mais dans la consistance du disque, non, c'est pas. Mais c'est quoi pour toi? C'est un clin d'œil à l'auditeur? C'est quoi exactement ces effets d'écho? C'est pour la structure? C'est parce qu'on aime bien la continuité, en fait. Moi personnellement, j'aime bien ça. J'aime bien les trucs. C'est comme faisait Nas sur ses albums, ou tu vois, EPMD, pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est ce que ces mecs-là faisaient avec les titres. Et nous, on fait ça avec Arsenic sur quelques gouttes suffisent, quelque chose a survécu. Toujours la photo où on est sur le fauteuil. On garde la même position, tu vois ce que je veux dire? On aura 60 piges, on aura le même bob, la même position. Toujours en Lacoste. Mais ça, c'est paradoxal, Ouais. que la structure des albums elle soit aussi pensée, cohérente, et que finalement, tu dis qu'à l'intérieur d'un même morceau, comme Requiem, c'est une écriture qui va du coq à l'âne. Oui, mais parce que c'est pas. Parce que cette démarche-là, elle reste dans les petits. Tu vois, dans tout ce qui raccroche le premier à l'autre album. Mais dans la structure même d'un autre album, on ne veut pas rester dans le passé, quoi. Tu vois, le passé, c'est le passé. Ce qui fait la cohésion, c'est le petit morceau qu'on va mettre, tu vois, la petite intro et tout ça, quoi. Mais c'est pas les titres en soi, quoi. Il y a d'autres techniques de cohésion à part ces effets d'écho et de bouclage? Non, je cherche pas la cohésion au-delà de ça, en fait. D'accord. Il y a peut-être juste ça reste dans dans le cas d'Arsenic, ça reste dans les pochettes. Pas pour moi en solo, parce que je peux faire ce que je veux, mais sur Arsenic, ça restera dans les pochettes et dans les titres d'album. Et dans les petites intros qu'on mettra. D'accord. Et quand tu écris des morceaux comme Délinquante Musique ou 12e lettre, tu pars d'une figure de style, tu dis je vais faire un morceau construit juste avec une anaphore, l'anaphore de tant que, il y a 27 fois tant que dans Délinquante Musique, et pour 12e lettre, tu te dis je vais faire une sorte de défi, un morceau avec seulement des allitérations en L. Oui. C'est des sortes de défis stylistiques, des exercices de style. Exactement, ouais, j'aime bien faire ça, mais ça m'amuse. Non, c'est bien, j'aime bien ce genre de morceaux, même si Délinquante Musique et 12e lettre sont diamétralement opposés, parce que c'est pas les mêmes titres en réalité. Délinquante Musique est plus impliqué. C'est un morceau qui a une dimension plus sociale que 12e lettre. 12e lettre, c'est un exercice de style. Je fais du L. C'est ce que je pouvais faire dans le titre avec Akhenaton, Akash. On avait fait un remix avec Akhenaton, avec Rof et Pete Bacardi. Et c'était plus dans ce délire-là, quoi. C'est un morceau de présentation, j'arrive, oui, elle, machin. Et Délinquante Musique, c'est différent, c'est plus social, quoi. Et avant d'écrire Délinquante Musique, tu avais vraiment l'idée de faire une anaphore, ou c'est au fur et à mesure que l'idée est venue? Non, j'avais envie de dire que j'en avais marre qu'on dise que le rap, c'était une musique voilà, de mecs énervés qui n'avaient rien à dire, quoi. Donc c'est ça, Délinquante Musique. Délinquante Musique, c'est pas quand je dis Délinquante Musique, c'est pas une musique de délinquants. C'est une musique délinquante. Non, c'est le rap qui est une musique délinquante. Je fais ce truc-là. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Ah, vous l'avez chopé aussi? C'est bien ça. Ouais. Est-ce que l'adjectif est relationnel ou est-ce qu'il est qualificatif? Ouais, voilà. Donc il est qualificatif. Il est qualificatif. Parce que... Ah bah là, vous êtes parti loin, mais moi, c'est là où je bug. Si c'est un adjectif relationnel, c'est une musique de délinquant, mais si c'est la musique qui est exactement, c'est un adjectif moi, pour moi, Délinquante Musique, c'est une musique délinquante, pas une musique de délinquant. Voilà. D'accord. C'est ça que je dis dans le format mais tu joues quand même sur l'ambiguïté entre les deux ou pas? Oui, il faut jouer sur l'ambiguïté, comme ça fait parler, ça fait chier le monde. Mais en réalité, voilà, je considère que le rap est une musique délinquante. Voilà, c'est ce que je disais. Moi, je considère que le rap est une musique très importante,
Même si ça plaît pas à certains, il y en a qui disent le rap c'est de la merde, mais après si tu prends de la merde, il y a de la merde partout, frère. Ouais. De la merde à la variété, il y a de la merde dans tout ce que tu veux. Mais quand on prend le rap dans ce qui se fait de bien, c'est quelque chose qui peut élever, je vais loin quand je dis ça. Mais pour moi, le rap devrait être remboursé pour la sécu. Non, sérieux. Je suis sérieux. Non, je suis sérieux, parce qu'il y a des mecs, tu vois, des fois, et puis moi le premier, ça nous permet d'exprimer des choses qu'on a à l'intérieur et tout, et de faire des carrières, tout ça. Ça me permet même d'être ici. Oui. Non, soyons sérieux 5 minutes. Ça me permet d'être ici. Si j'avais pas fait de rap, je serais pas là à vous parler, tu vois ce que je veux dire. J'étais un cancre. Enfin, un cancre. J'étais indiscipliné. Mais voilà, et venir parler de ça aujourd'hui ici, honnêtement, ça me fait plaisir parce que ce parcours-là, avec cette musique-là, ça me permet de venir parler de cet art-là, et tu vois, et c'est très important pour moi. Voilà. Une petite émotion qui arrive. Non mais sérieux, c'est très important. Et tu vois, on aurait pu être des branleurs à rien foutre, à faire des trucs négatifs, mais en écrivant, tu vois, en se focalisant sur cette aptitude qu'on avait pour la langue française, et on arrive là et on peut s'exprimer et parler de ce genre de choses. Et c'est le rap qui m'emmène à ça, tu vois. Donc il n'y a pas que du négatif, quoi. Quand on le fait bien, il se passe des choses intéressantes. Et est-ce que tu penses qu'il y a une évolution dans ton écriture depuis le premier album d'Arsenic jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une évolution? Oui, bien sûr. C'est l'âge. Non, c'est vrai, c'est l'âge. Quand j'ai commencé, je rappais pour impressionner les rappeurs. C'est vrai, justement que je rappais peut-être avec 70 milliards de mots et c'était de la découpe, quoi. Et si pour une oreille qui n'est pas familiarisée avec cette musique-là, tu peux passer à côté de plein de choses, quoi. Aujourd'hui, c'est différent, donc j'épure un peu plus, en fait. Aujourd'hui, j'épure un peu plus, donc, parce que maintenant, je fais attention à ce que les gens écoutent, et je fais en sorte qu'ils comprennent ce que je dis tout de suite. Mais quand tu fais le 12e lettre, qui est un exercice de style avec la littération en L, quand il y a oui, ça, c'est pour 367 fois la lettre L, est-ce que le sens, il n'y a pas un risque? Non, là je reviens à mes amours de l'époque. Ouais. Oui, technique, tac. D'accord. Mais sur la majorité du disque, c'est plus apaisé et moins découpé que ce que je pouvais faire avec des titres comme L'Enfer remonte à la surface, ou Baltrap quand j'ai commencé, quoi. Ouais. Et en 98, tu disais je gerbe du verbe mutant. C'est quoi le verbe mutant pour toi? Le verbe mutant, c'est ce que moi, c'est ma manière de travailler la langue, quoi. Je fais mon truc, on travaille aussi avec nos argots et tout, et donc c'est ça aussi, cette manière de travailler l'argot, de torturer la langue française, tu vois, sans la dénaturer, mais on torture ça et on fait notre truc avec. Et tu t'y prends comment pour la torturer? J'utilise parfois, sans trop le faire aussi, l'argot de quartier, des machins comme ça. C'est ça le verbe mutant. Je peux pas non plus te parler martien, sinon tu comprends pas ce que je dis. Il faut que tu me comprennes, donc un minimum. Et sur le dernier album, tu dis je ressuscite les lettres mortes. Comment est-ce que tu t'y prends pour ressusciter les lettres mortes, pour redonner au langage une force de frappe? Oui, après, des fois, je dis des choses, il ne faut pas écouter tout ce que... N'écoute pas tout ce que je dis. D'accord. Non, parce qu'il y a des exercices de style, il y a des trucs, je ressuscite les lettres mortes, font tous une tête d'enterrement. Oui. Justement, on avait vu que tu prenais des... Je les plombe, j'ai longtemps été muet comme une tombe. En fait, c'était plein de choses avec la mort, je faisais plein de métaphores avec la mort. Tu reprenais des expressions figées, et du coup, tu redonnais le sens propre à enterrement, à silence de mort. Voilà, c'est ça, je ressuscite les langues mortes. Ce qu'on appelle un défigement lexical avec une remotivation du sens propre. Merci. Voilà. Mais est-ce que du coup, est-ce que ça, c'est pas une technique pour ressusciter les lettres mortes précisément? Non, mais tu sais, regarde, tu vois, et c'est là où c'est fort, parce que il y a beaucoup, moi, de ce que je fais, il y a beaucoup
d'instinctif dans ce que je fais, tu vois. C'est moins calculé. Là, tu me l'as expliqué et je l'ai compris. Merci, je ne savais pas. Mais non, mais c'est vrai, ça, moi, je te dis honnêtement. Et je comprends des choses au fur et à mesure, mais il y a beaucoup d'instinct dans ce que je fais. Ouais. Après, je prétends avoir un petit savoir-faire. Je suis un petit artisan de la rime. Mais j'ai un petit savoir-faire et à force, j'arrive à faire des choses, tu vois, qui sont même pas calculées, limite. Intuitif. Tu vois, je ressuscite leur latte morte. Tu vois, c'était pour faire des métaphores avec la mort, quoi, tu vois. Ouais. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Mais je te remercie de m'avoir éclairé. Mais justement, la mort, c'est un thème qui fait partie de tes thèmes récurrents, en fait, dès le début. Hein. L'album s'appelle Requiem, mais dès L'Enfer remonte à la surface, Arsenic disait être sponsorisé par les pompes funèbres et avec des voix d'outre-tombe. Est-ce que la mort, c'est un thème de prédilection justement à cause de la force des images, des métaphores dont on vient de parler? Oui, parce que la mort est liée à la vie, quoi qu'on en dise. Donc forcément, j'en parle, quoi. Ce sont des cousins. Donc forcément, et puis c'est fort, ce sont des thèmes forts, quoi, des thèmes liés à la mort. Puis il y a une mise en scène très théâtrale de la mort dans Requiem, aussi dans L'Enfer remonte à la surface. Et on voit aussi cette théâtralisation dans le clip de Wolfgang, qui est très théâtral. Est-ce que le rap, pour toi, c'est une sorte d'art de la mise en scène, un art de la théâtralité? Oui, bien sûr, mais même pas seulement le rap, hein. Là, en général, je pense qu'il faut proposer quelque chose. Je ne peux pas non plus arriver... Après, moi, c'est personnel, hein. Moi, j'aime... Les artistes que j'aime sont des artistes un peu extrémistes, quoi. Et extrémistes dans le bon sens du terme, quoi. Que ce soit même... je vois même un mec comme Eminem, ou après, même un Kurt Cobain, un Jacques Brel. Tu vois, des mecs qui vont au bout de l'idée, quoi. Tu vois. On a parlé du jardin d'enfants de Requiem. Dans Requiem, il y a un autre jardin, c'est le jardin de Pierre, avec la diérèse. Et ça m'a fait penser, comme je te le disais tout à l'heure, à un morceau d'un groupe américain qui est aussi composé de deux frères. Ah, Stone Garden. Ouais, Stone Garden. Ouais. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter un couplet de Stone Garden, puisque ces deux frères ont également une voix nasillarde et une voix d'outre-tombe, un peu comme Calbo et Lino. Et ça nous permettra ensuite de parler du flow de Lino. Sounds like I crying, tears of malathion raining over your head to put out the fire. Who desires to die besides the suicidal? Penalties can lead to the eternal sleep, so keep your eyes wide, open and alive. Grab the snake and ride to the other side. If your intention is to defy death, I tell you now, even the best can lay to rest. We're on our way to the Stone Garden, end of the road where everybody goes but not forgotten. Frames all rotten, souls travel to unravel other worlds and big cloud castles. Why do we have these hassles, living horses? Walk in the street watching your back if your sclerosis. We conjure souls by ganja rose. Everybody here's high, so the story unfolds. We're on another plane of thought, thinking immortal, but the path we're on leads us straight to the Devils border. in disguise. They come and flame us, let it come as no surprise. I stare into the face of them, cause at the end of their time, everybody dies. Alors, est-ce que tu trouves qu'il y a des points communs entre Arsenic et ce groupe-là Oui, après ça c'est un morceau, bon, c'est un morceau qui date, mais ouais, bien sûr. Enfin, après pas spécialement avec ce groupe-là, mais moi je connais ce morceau, j'aime beaucoup. C'est un groupe qui était avec Be Real de Cypress Hill. Et non, c'est un bon groupe. Ouais. Mais après, je veux dire, c'est pas une obsession non plus. Hein, tu vois, je veux dire, sur Arsenic, on a fait des titres qui sont différents de ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on retient les morceaux les plus dark, quoi. Et on me prête une attitude de mec. Dark. Ouais. Et c'était un album
l'album est sorti en 97, c'est un album que tu avais écouté avant le j'ai premier écouté. Arsenic? Non, en fait, j'ai pas été inspiré par ça. Mais je crois même l'avoir écouté même après. Après l'album. Non, on n'était pas inspiré par ça. Et comment est-ce que tu as construit ton flow et comment est-ce que ton flow a évolué? Mais en fait, je vais pas faire avancer le schmilblick, mais j'ai pas construit de flow en fait. Non, je le fais plus naturellement. Enfin, je le fais. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est-à-dire, c'est le propre d'un artiste, quoi. Il faut faire ce que tu es, quoi, tu vois. Donc, il faut pas chercher. Si je cherche le flow, tu vois. Mais est-ce que tu penses que ton flow a évolué? Forcément, oui. Oui. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai pur. Oui. Donc forcément, j'ai pur. Oui. J'ai moins de mots, donc forcément, c'est plus compréhensible. Oui. Tu as ralenti le début, notamment? Je mets moins de mots, en fait, Oui. Ouais. Pour aller droit au but. Oui. Et comment tu t'y prends dans la manière de prononcer les mots, d'écorcher la langue? Non, c'est simplement, j'essaie juste d'être percutant, mais de le dire avec moins de mots, quoi. Tu vois? Bon, si je disais oui, le soleil brille, mais mes chaussures, tout l'asphalte, mes machins. Là, je dis non, le soleil brille. Tu vois? Et là, tu chopes. C'est tout. Mais c'est avec l'âge, hein, avec l'âge. Et puis même, au-delà de l'âge, c'est aussi la manière de rapper au micro, quoi. Si tu... Excusez-moi. Quand tu commences à rapper, tu as tendance à crier dans le micro, à être un peu plus agressif parce que tu ne connais pas le micro. Donc, tu as une agressivité qui vient forcément. Et si tu prends 90% des rappeurs, à part Snoop Dogg, eh ben, tous les mecs criaient au micro au début, quoi. Ou au moins étaient un peu plus agressifs dans la voix. Et au fur et à mesure, tu es un peu plus smooth. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on peut remarquer chez... Enfin, moi, j'avais remarqué ça chez Akhenaton aussi, il est plus posé, en fait, vers la fin. Exactement. Il y a le... Ouais, c'est Oui, vraiment... parce que tu connais le micro, tu sais comment arriver, tu sais, tu vois. Au début, tu arrives... tu cries parce que tu veux agresser. Alors on aimerait prolonger la discussion mais on ne peut pas parce qu'on va devoir céder la salle du SAN. Alors merci pour vos questions, merci à tous d'être venus si nombreux et surtout un grand merci à Lino d'avoir accepté notre invitation.